OK, là, il y a quelqu'un. OK, ouais, c'est ça. Je vais vous demander de fermer vos micros, tout le monde, s'il vous plaît. Là, on entend quelqu'un, je ne sais pas qui. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous cet après-midi. Donc, je pense que tout le monde me connaît, mais je vais me présenter quand même. Chantal Bilodeau du RD Canada. Donc, c'est moi qui s'occupe de votre communauté de pratique. Puis aujourd'hui, j'ai organisé un webinaire. En fait, Julie, je l'ai déjà entendue comme conférencière euh, au sommet de, non, je ne me rappelle plus à quel endroit, c'était quoi le titre, mais en tout cas, c'était une Sommet conférence. de l'embauche. C'est ça, hein? C'était le Oui. sommet de l'embauche. Donc, j'étais présente comme participante. Julie était là comme conférencière, puis je l'écoutais parler, puis j'ai fait comme ah, c'est intéressant. Je pense que je vais l'inviter pour notre communauté de pratique. Donc, c'est comme ça que Julie Labrie se retrouve présente aujourd'hui avec nous. Donc, je vais vous la présenter. Donc, Julie Labrie, elle est présidente et propriétaire d'une firme de recrutement canadienne bilingue qui s'appelle Blue Sky Personnel Solutions. Depuis plus de 20 ans, son entreprise aide les chercheurs d'emploi à trouver leur emploi de rêve et aide les compagnies à bâtir leur équipe pour faire croître leur entreprise. Julie est conférencière, lauréate et entrepreneur, nommée comme l'une des 100 meilleures staffing leaders à surveiller par les World Staffing Awards. Elle est auteure du best-seller How to Find the Best Talent to Grow Your Business. Elle est commentatrice dans les médias tels que CBC, Radio-Canada, TFO, CTV, Global TV, 10-10 News Talk, Radio, Money Sense, et elle est experte en recrutement pour le Globe and Mail. Donc, sur ce, juste avant, là, comme je l'ai dit tantôt, indiquez bien votre prénom ainsi que le nom de votre organisme. Puis, je laisse la parole à Julie. Merci. Je vais juste mettre ma présentation là, Oui, pour m'assurer que ça fonctionne bien. Là, excellent. dans un petit moment. OK. Non, Oh, pas ça. oui, Ça là, ouais, on le voit. ça fonctionne. Parfait. Oui. OK. Je vais juste m'assurer. Je vais baisser ça pour ne pas me voir. Non, c'est parce que sinon, c'est tannant, là. Tout ce que je vois, là, c'est une boîte. OK. Parfait. OK. Donc, alors bonjour tout le monde. Merci d'être ici. On m'entend bien, il n'y a pas de problème? C'est Oui. parfait. Parfait. OK, merci. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter, parler de recrutement, mais parler de recrutement au niveau des attentes du côté des chercheurs, autant des chercheurs d'emploi que des entreprises, parce que les attentes des deux côtés sont complètement différentes euh, d'une part ou l'autre. Donc, comme... attends un petit peu, je vais juste m'assurer que ça fonctionne. Oui, OK. En tant que propriétaire d'une entreprise de recrutement, je travaille autant avec les chercheurs d'emploi et les employeurs des deux côtés. Donc, dans la présentation aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est de discuter de ces deux groupes-là et aussi de vous proposer des stratégies de jumelage qui vont faire en sorte que vous allez être capable de matcher, si on veut, comme il faut, les employeurs avec les employés pour avoir des résultats qui sont gagnants. Donc, pour avoir une idée au niveau de notre agenda d'aujourd'hui, donc, mon but aussi aujourd'hui, c'est de vous aider à trouver, aider les chercheurs d'emploi à comprendre exactement ce que les employeurs potentiels ont besoin aujourd'hui. Aussi, pour les employeurs, de voir sous la surface avec les candidats pour trouver les personnes idéales. Et on va aussi découvrir des stratégies de jumelage qui peuvent produire des résultats de recrutement gagnants. Donc, comme Chantal a mentionné, moi, avec mon équipe, nous avons une vision, c'est d'aider les chercheurs d'emploi à décrocher leurs emplois de rêve ou leur carrière de rêve, mais aussi aider les employeurs à bâtir des équipes de rêve pour faire croître leurs entreprises.
Tout d'abord, examinons comment aider les chercheurs d'emploi à comprendre exactement ce que les employeurs potentiels ont besoin aujourd'hui. Pour comprendre ça, il faut avoir une idée de ce qui arrive au niveau du côté des ressources humaines, mais aussi des chercheurs d'emploi. Les dirigeants d'entreprise, les personnels des ressources humaines, les gestionnaires d'embauche ont de plus en plus de responsabilités et l'embauche et le recrutement est seulement qu'une petite partie de leur travail. La pénurie de main-d'œuvre étant ce qu'elle est, les employeurs essaient de trouver des moyens de compenser ces pénuries. Ils sont stressés et n'ont pas le temps de répondre à toutes les demandes qui leur sont données. De leur côté, les chercheurs d'emploi, eux, sont épuisés parce qu'ils ont toujours l'impression qu'ils ont besoin d'envoyer plusieurs CV et beaucoup de CV pour se faire voir, mais ils se sentent aussi épuisés parce que c'est stressant de leur côté d'être toujours en mode recherche d'emploi. Du côté des employeurs, ils ont l'impression que la botte de foin, c'est leur pile de CV, mais du côté des chercheurs d'emploi, cette botte de foin-là, c'est leur compétition. Les employeurs cherchent l'aiguille qui sont dans la botte de foin, tandis que les chercheurs d'emploi, eux, ont l'impression que c'est eux qui sont dans cette botte de foin que les employeurs veulent. 2000, c'est significatif pour moi, puis je veux vous expliquer un peu ce que ça représente. Dans mon secteur d'activité, il n'est pas rare de me retrouver en face de 2000 profils de candidats pour essayer de trouver une personne qui va être un fit pour mon client. Donc, je vous entends penser, dire 2000 profils, il faut vraiment que les personnes aillent trouver 2000 profils. Oui, on fait ça, on regarde 2000 profils pour être capable de trouver une personne qui est qualifiée. Mais ce qu'il faut que les chercheurs d'emploi réalisent, c'est que la réalité, là, au niveau des ressources humaines et du recrutement, les gens n'ont pas le temps d'entrer en contact avec tous les gens qui les contactent. Donc, peu importe s'ils veulent répondre aux courriels, ils veulent répondre à toutes les demandes de conversations sur LinkedIn, de Zoom meetings, de coffee chat, de team meetings, ça fait pas de sens pour eux. Ils vont seulement répondre lorsque ça fait du sens et que peut-être la personne est un fit pour ce qu'ils recherchent à l'interne. Donc, en sachant ça, il y a 3 choses que les chercheurs d'emploi vont devoir faire ou doivent faire pour se faire remarquer ou sortir du lot. Première chose, le réseautage en personne, c'est crucial. Après avoir survécu la pandémie, on a tous besoin de connexions plus personnelles. Et ça, c'est la clé pour les chercheurs d'emploi. L'envoi d'une demande de connexion LinkedIn, c'est pas du réseautage efficace. Les chercheurs d'emploi doivent être capables de se présenter en personne dans des événements, que ce soit des foires d'emploi, que ce soit dans des congrès, dans des réunions, pour établir des connexions réelles et personnelles. Avant qu'on aille plus loin pour le réseautage, je veux parler un petit peu de LinkedIn ici. Voici un exemple de pourquoi ce n'est pas significatif d'envoyer une connexion LinkedIn. Alors, regardez mon profil. J'ai à peu près 11 000 personnes qui sont connectées avec moi. Si j'en connais le quart, je pense que je suis généreuse. Par contre, les gens qui se connectent avec moi, après que je les ai rencontrés, j'ai plus tendance à m'en souvenir, à m'en rappeler que les gens qui m'envoient simplement des connexions, invitations par LinkedIn. Par contre, ce que les chercheurs d'emploi doivent faire, c'est lorsqu'ils appliquent pour un poste, ils peuvent envoyer un message par LinkedIn, dire « Hey, oui, j'ai appliqué sur le poste. Est-ce que je pourrais être qualifié? » Sauf qu'il ne faut pas qu'ils utilisent le message générique qui est long comme ça et qu'on ne lit pas parce qu'il faut qu'ils le personnalisent. Ça, c'est une grosse erreur que les chercheurs d'emploi font, c'est qu'ils envoient ce message-là pour dire qu'ils ont appliqué sur le poste, mais ils ne le personnalisent pas. Donc, tout de suite, moi, quand je reçois ça, je ne les lis pas. Mais aussi, ce que je fais, c'est que oui, la personne va dire qu'elle a appliqué. Je vais aller voir le profil. Et si je détermine que la personne peut être un fit avec un de nos postes, à ce moment-là, je vais agir et continuer la conversation avec la personne. Sinon, il n'y aura rien qui va se passer. Une autre chose au niveau de LinkedIn. Est-ce que
cette badge-là peut nuire aux chercheurs d'emploi. Il y a deux façons de penser. La première, c'est que les chercheurs d'emploi doivent la mettre. Et la deuxième, c'est que ça peut les nuire dans la négociation. Bon, parlons premièrement de la badge et de la raison pour laquelle moi, je pense, étant une recruteur, je pense que les chercheurs d'emploi doivent la mettre, surtout s'ils sont en recherche active. Premièrement, lorsque je fais des recherches sur LinkedIn, je regarde toujours si quelqu'un a cette badge-là. Parce que si cette personne a cette badge-là, à compétence égale avec quelqu'un d'autre, je vais contacter la personne qui a la badge envers au départ et plus rapidement que contacter la personne qui ne l'a pas. Aussi, ça signale pour les employeurs et les recruteurs que cette personne-là est active et est en recherche d'emploi. Donc, naturellement, on va graviter vers cette personne-là en premier. Je vous ai mentionné, la deuxième, c'est qu'il y a une façon de penser que ça peut nuire aux chercheurs d'emploi s'ils mettent cette badge-là. Au niveau, les gens pensent qu'en mettant la badge, ça peut les désavantager lorsqu'on est en période de négociation au niveau d'une offre d'emploi. Moi, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le domaine du recrutement et je n'ai jamais vu un client ou une compagnie dire « Ah, on va leur offrir un salaire qui est X parce qu'ils ne sont pas employés présentement, ils ne travaillent pas. » Ça n'existe pas. Ce n'est pas comme ça que les employeurs travaillent. Donc, c'est une décision personnelle que les chercheurs d'emploi doivent prendre. S'ils sont en recherche active, je dis mettez-la. Si vous êtes en recherche, vous êtes encore employé, là, c'est pas, on s'entend, là, vous avez le droit de ne pas mettre cette badge-là parce qu'on sait ce qui peut arriver, sauf que c'est une décision personnelle. Donc, le chercheur d'emploi peut décider de ne pas la mettre ou pas. Moi, je le recommande fortement, mais les gens peuvent décider de ne pas nécessairement la mettre. Une autre chose que les chercheurs d'emploi ne doivent pas faire, c'est de se montrer comme étant trop désespérés. Premièrement, ils nous arrivent, ils nous disent « Ah oui, je suis prêt à faire n'importe quel poste. » Oui, on comprend qu'il faut que vous payiez vos factures, il faut que tu payes ton épicerie, il faut que tu payes ton loyer. Sauf que dire que tu es désespéré et que tu peux faire n'importe quoi, c'est pas vrai. Parce que moi, quand je vais vous appeler, quand on les appelle et on dit on a tel poste à tel endroit qui va payer tant, on se fait répondre ah, je vaux plus que ça. Ah, non, ça ne me tente pas. Ah non, je ne veux pas faire ça. Donc, ce n'est pas vrai que vous êtes prêt à faire n'importe quoi. Par contre, vous devez mettre vos limites et exprimer convenablement aux employeurs et expliquer ce que vous êtes prêt à faire et expliquer ce que vous êtes prêt à ne pas faire. Parce que aussitôt que vous dites je suis prêt à faire n'importe quoi, ce n'est pas vrai. Donc, c'est très important de communiquer et d'exprimer clairement vos limites et où vous ne voulez pas aller. Maintenant, on va parler du réseautage. C'est très important pour les chercheurs d'emploi d'établir des liens qui ont des liens personnels avec les personnes. La pire chose qu'un chercheur d'emploi peut faire, et ça arrive toujours, aussitôt que moi je me présente dans un événement et que je mentionne que je suis recruteur, première chose, oui, bonjour, mon nom est Julie, je suis en recherche d'emploi et voici mes qualifications. Moi, c'est tout ce que je veux faire, je veux me revirer et m'en aller. Parce que premièrement, c'est pas significatif, je m'en fous un peu. Premièrement, c'est pas ça que je veux faire. Oui, je suis prêt à t'aider, mais je me rappellerai pas de ton nom ni de tes qualifications. Ce que je vais me rappeler, c'est que c'était plate la conversation parce que tout ce que tu veux, c'est que tu as besoin de moi pour que je t'aide à trouver un emploi. Alors, c'est important de ne pas être centré sur soi-même, mais avoir une conversation avec les gens que vous rencontrez. Posez des questions. Comment avez-vous obtenu votre poste? Depuis combien de temps vous le faites? Qu'est-ce que vous aimez de plus dans votre rôle? Ayez des questions stratégiques pour que la personne en face de vous communique avec vous puis elle ait une conversation. C'est important que vous soyez mémorable, précis et démontrer qui vous êtes au travers d'une histoire ou de ce que vous faites. Je vous donne un exemple.
Il y a quelques mois, j'étais conférencière dans un événement. Puis, avant ma présentation, j'étais assise à une table et on échangeait sur le recrutement, sur les ressources humaines avec des gens qui étaient à ma table. Je fais ma présentation et par la suite, je reviens m'asseoir, puis on continue d'échanger avec les gens qui étaient à ma table. Puis, on avait des bonnes conversations, des discussions sur le recrutement. Juste avant que les gens quittent, il y a quelqu'un qui était assis à ma table qui me dit Julie, je vais t'envoyer une invitation sur LinkedIn parce que je suis en recherche d'emploi. Donc, si tu as quelque chose, tu pourras me contacter. C'est la façon de faire pour les chercheurs d'emploi. Cette personne-là, est-ce que je me rappelle de lui? Oui. Est-ce que je vais le contacter quand je vais avoir un poste? Oui. Parce qu'on a eu une conversation intelligente, puis on a eu une conversation sur un sujet, puis il était capable de me démontrer ses habiletés autres que Hey, je suis en recherche d'emploi, peux-tu m'aider? Donc, c'est important pour les chercheurs d'emploi d'avoir ça en tête, de ne pas arriver et dire Oh oui, je suis en recherche d'emploi, voici mes qualifications. C'est ce qui, excusez l'expression, mais turn off la majorité de nous comme recruteurs ou même les employeurs potentiels. C'est pas pour ça nécessairement qu'on va dans ces endroits-là. Euh, Quand on fait du réseautage, je dirais, dans des événements. Donc, c'est important pour les chercheurs d'emploi de faire ça. Deuxièmement, l'intelligence artificielle. De plus en plus de chercheurs d'emploi et d'employeurs adopteront l'intelligence artificielle, mais vous devez l'utiliser de bonne façon. Mais ce n'est pas aussi autant utilisé présentement que ce que les chercheurs d'emploi pensent. Voici ce que la réalité est présentement. J'imagine que vous avez tous entendu parler de cet ingénieur qui a appliqué avec une application qui s'appelle Lazy Apply pour 5000 demandes d'emploi. Donc, l'application a envoyé 5000 demandes d'emploi et il a reçu 20 entrevues. Bon, l'histoire ne dit pas si les 5000 demandes d'emploi ont été appliquées sur des postes pour lesquels la personne était qualifiée, mais vous dites, hey, oui, 20 demandes d'entrevue, mais c'est un pourcentage qui est extrêmement minime comparé au nombre de demandes d'emploi. Plus, moi, vu que je recrute pour plusieurs clients, je ne recommande pas de faire ça pour les chercheurs d'emploi. Premièrement, moi, j'ai des gens qui appliquent sur tous les postes qu'on a de disponibles. Et quand on voit ça, ce qu'on fait, effacer. On ne contacte pas la personne. Ça ne nous intéresse pas. Premièrement, ils ont appliqué sur tout ce qu'ils voyaient en espérant qu'on allait probablement le contacter. C'est la chose à ne pas faire pour les chercheurs d'emploi. Aussi, une chose à garder en tête au niveau de la réalité de l'intelligence artificielle, c'est que présentement, c'est encore biaisé la façon que l'intelligence artificielle présélectionne les candidats. On le fait avec Amazon. Amazon, ils ont complètement discrédité le logiciel qu'ils utilisaient parce que ça discriminait les femmes. Ils voyaient qu'il y avait un gap dans le CV, puis ils discriminaient les femmes. Alors, on n'est pas rendu au niveau où l'intelligence artificielle est capable de détecter exactement les nuances dans les profils des gens. Mais les chercheurs d'emploi, parce qu'on sait que c'est là, il faut qu'ils l'utilisent. Voici comment utiliser l'intelligence artificielle pour eux. Il faut l'utiliser de la bonne façon. Donc, vous pouvez l'utiliser pour faire un remue-ménage avec l'application, comme si vous étiez avec un ami, il va vous donner des idées puis de l'information. Pour améliorer votre CV et vos courriels, vous pouvez le faire, mais aussi vous présenter d'une manière plus professionnelle. À ne pas faire avec l'intelligence artificielle, écrire votre CV au complet. C'est une erreur, ça ne sera pas bien fait, ça va être tout croche. C'est à proscrire. Copier-coller tous vos courriels à ne pas faire. Appliquer pour des emplois. Utilisez pas, recommandez pas les e-apply aux chercheurs d'emploi. Ce n'est pas une bonne tactique. Et aussi, élaborer vos réponses d'entrevue. Et ça, là-dessus, j'ai un exemple. J'ai un client que ça fait presque 20 ans que je travaille avec eux. Le processus d'application avec eux, c'est que lorsque quelqu'un applique, la première étape, c'est qu'il leur envoie un courriel, un questionnaire à remplir, nom, adresse, numéro de téléphone, le salaire, les heures de travail, etc., qu'ils veulent.
Par la suite, ils reçoivent un autre courriel avec des questions spécifiques sur l'emploi pour lequel ils ont appliqué. Alors, ils se sont rendus compte que les candidats utilisaient ChatGPT pour répondre aux questions. Comment? Parce que les réponses étaient pareilles. Et pas juste ça, c'est que les gens faisaient du copier-coller et on voyait clairement ChatGPT dans les réponses. Alors, les chercheurs d'emploi, ce qu'on a dû faire, nous, avec nos candidats, c'est de leur expliquer, écoutez, si vous utilisez ChatGPT, vous allez être disqualifié. Mais mon client aussi, de leur côté, ont, eux, disqualifié déjà les candidats dès le début sans leur donner d'avis. Nous, on les avisait d'avance, mais eux, de leur côté, ils disqualifiaient les candidats. Ce que les candidats, il faut qu'ils comprennent, c'est que lorsqu'un client vous demande de remplir des questionnaires, c'est qu'ils veulent avoir vos mots dans votre façon d'exprimer, de vous exprimer sur papier ou en personne durant l'entrevue. ChatGPT n'ira pas faire l'entrevue. Et une autre chose, c'est que très souvent, ces questions-là que vous avez remplies par courriel ou par écrit, ils vont vous redemander les mêmes questions. Et s'il y a un disconnect, puis c'est pas la même chose, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est très important que les chercheurs d'emploi comprennent qu'ils peuvent l'utiliser, mais il faut faire attention et il faut que ça soit quand même utilisé avec leurs propres mots et non pas seulement celui de la machine de ChatGPT. Un des mythes et la perception que les chercheurs d'emploi ont, c'est que leur CV n'est pas sélectionné à cause de l'intelligence artificielle. Ça fait 1 an et quelques là, que je vais à plusieurs conférences et des congrès aux États-Unis et au Canada. Je peux vous assurer que dans la grande majorité des cas, la grande majorité des compagnies n'utilisent pas l'intelligence artificielle pour faire de la présélection de CV présentement. Et c'est encore à la phase exploratoire, mais ils ne l'utilisent pas comme les chercheurs d'emploi pensent. Sauf que ce qu'il faut que les chercheurs d'emploi réalisent et qu'ils se souviennent, c'est que LinkedIn, par exemple, lorsqu'on affiche un post sur LinkedIn, on a l'opportunité d'utiliser des questions de présélection. Donc, moi, dans mon cas, parce que je fais beaucoup de recrutement anglais-français bilingue, je mets souvent sur mon application, est-ce que vous êtes bilingue en anglais et en français? Et si la réponse est non, moi, je ne reçois pas le CV, je ne veux pas l'avoir parce que pour le poste que j'ai, cette personne-là doit être bilingue. Donc, c'est une forme de présélection que j'utilise avec LinkedIn. La même chose pour les gens qui sont à l'extérieur du Canada. S'ils n'ont pas le droit de travailler de façon légale au Canada, moi, je ne peux pas les embaucher parce que mes clients ne les embaucheront pas. Donc, à ce moment-là, je ne veux pas recevoir de candidats qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas le droit de travailler au Canada légalement, sans mon aide, là. Donc, à ce moment-là, on ne les reçoit pas. Mais ça fait longtemps que ces questions de présélection-là sont là. Donc, c'est important pour les chercheurs d'emploi de bien comprendre que on n'est pas rendu à l'étape où ils envoient un CV, puis c'est l'intelligence artificielle qui décide, ah, celui-là, je le prends, celui-là, je ne le prends pas. On n'est pas là avec les employeurs encore. Puis, il y a beaucoup de nuances que les employeurs vont devoir faire de ce côté-là. Puis, je ne suis pas certaine que si ça va être aussi répandu que les chercheurs d'emploi pensent. L'intelligence artificielle, de la façon qu'elle est utilisée présentement avec les employeurs, c'est de cette façon. Calendly. Donc, pour céduler des entrevues, moi, je l'utilise depuis 2018, on l'utilise dans mon équipe. Donc, quand on a quelqu'un qu'on veut passer en entrevue, on envoie le lien et cette personne-là book le temps, cédule ça dans notre calendrier directement. Il y a GM aussi qui utilise un outil qui est à peu près similaire. Et eux, ce que ça leur fait avec GM, c'est qu'ils sont passés de 5 jours, ça leur prenait 5 jours avant d'être capable de céduler des entrevues et maintenant, ils sont capables de le faire en 18 minutes avec cet outil-là. Donc, c'est un outil de céduler des entrevues et non pas de présélection. Donc, les recruteurs regardent encore les profils, mais c'est pour céduler les entrevues que pour eux, ça les aide. Encore là, Amazon a décidé de scraper leur outil qu'ils utilisaient pour l'intelligence artificielle. Mais il y a un outil qui, présentement, c'est nouveau, c'est à peu près 2 ans. Ça s'appelle Guhuza.
Et ce que ça fait, c'est que les employés, les chercheurs d'emploi peuvent s'inscrire et recevoir, lorsqu'un employeur a un poste et qu'ils sont prêts à faire des entrevues, vous pouvez recevoir une demande d'entrevue sur le champ, immédiatement. Moi, je l'utilise. C'est bon pour des grosses entreprises ou des gens qui font beaucoup de recrutement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met notre poste dans le système avec les prérequis. Et quand on est prêt, on clique sur le bouton et là, il y a un paquet de messages, il y a un paquet de profils qui regarde avec l'outil. Puis là, à ce moment-là, on voit dans notre boîte de réception tous les gens qui ont cliqué, qui sont intéressés, puis qui veulent passer en entrevue. Donc, on peut les passer en entrevue immédiatement. S'ils ne sont pas disponibles, ils peuvent céduler une entrevue aussi par téléphone. S'il y a des gens qui veulent savoir plus d'informations sur Guruza, vous pouvez m'en parler par la suite. Je peux vous connecter avec la personne directement. Qui peut vous donner plus d'informations aussi, là, parce que nous, on l'utilise, cet outil-là avec nos candidats. Donc, au niveau, les gens pensent que l'intelligence artificielle est utilisée parce que le recrutement est une question de chiffres. Oui, c'est une question de chiffres, mais le recrutement, à la base, c'est des connexions humaines. Si on n'est pas capable de connecter avec les gens de façon de, de façon assez rapide ou même en personne avant ces connexions-là, les embauches ne se feront pas. Donc, c'est important pour les chercheurs d'emploi et les employeurs de comprendre ça, que ça prend quand même avoir une connexion en personne, des connexions humaines, soit en personne ou virtuelles, etc., mais d'avoir une connexion avec ces gens-là. Donc, les chercheurs d'emploi, pour se démarquer de la foule, ça va être important pour eux, encore aujourd'hui, d'envoyer un courriel de remerciement après leur entrevue. Il y a encore beaucoup d'employeurs et de gestionnaires d'embauche qui prennent leurs décisions sur un message qu'ils reçoivent à la suite d'un entretien. Donc, c'est important que ce soit un message par LinkedIn ou un courriel. Vos chercheurs d'emploi doivent envoyer un courriel de remerciement par la suite parce que c'est ça qui, des fois, qui peut faire la différence. Maintenant, parlons salaire. Les chercheurs d'emploi doivent comprendre que leur valeur au travail n'égale pas leur valeur personnelle. Trop souvent, un chercheur d'emploi va appliquer pour un poste, puis il va dire, OK, il va appliquer pour un poste. Le poste demande pour 2 ans d'expérience. Ils ont 15 ans d'expérience. Ils vont dire, oui, mais moi, je vaux plus que le salaire offert. Je comprends. Mais le problème, c'est que la demande est pour 2 ans d'expérience avec ces qualifications-là. Vous avez plus, pas parce que vous avez plus que l'employeur doit vous donner plus. C'est complètement deux choses différentes. Ce que la job demande et versus vos qualifications, ça ne s'égale pas. Donc, ce que les chercheurs d'emploi doivent comprendre, c'est que c'est important pour eux de faire leur recherche à l'avance à savoir ce qu'ils devraient demander. Mais en Ontario, en tout cas, à partir du 21 juin, ça va être un petit peu plus facile parce que on va devoir mettre sur les affichages de poste les salaires. Je sais qu'en Colombie-Britannique, c'est nécessaire depuis la fin de l'année passée, mais ici, en Ontario, ça va devoir être nécessaire de mettre les salaires sur les affichages de poste. Donc, ça devrait aider les chercheurs d'emploi déjà au départ de voir, parce que là, ça va être de façon unilatérale, là, ça va être partout. Les salaires vont être affichés à l'opposé de présentement. Il y a quelques clients qui ont des salaires affichés, il y en a d'autres qui n'ont pas, d'autres compagnies qui n'ont pas de salaire, etc. Une question que les chercheurs d'emploi demandent toujours, est-ce que je peux discuter salaire au début du processus d'embauche? Et la réponse est oui. Vous pouvez absolument discuter du salaire au début du processus d'embauche. Par contre, voici la façon de faire. Merci pour l'entrevue. Mon salaire, je recherche un salaire entre 50 et 60 000 par année. Est-ce que c'est dans l'échelle de salaire pour le poste que vous avez d'ouvert présentement? Ils n'ont pas demandé le salaire, ils ont offert leur fourchette de salaire qu'ils recherchent présentement pour confirmer si ils recherchent exactement, ils vont fuiter dans l'échelle salariale qu'ils offrent présentement.
Donc, c'est important pour les chercheurs d'emploi qui peuvent discuter au départ. Ça, c'est archaïque là, de penser que avant, il ne fallait pas discuter salaire. Il faut. Et moi, je dis même aux employeurs, vous devez discuter salaire avec les chercheurs d'emploi dès le départ. Ça va vous éviter du trouble à la fin et du back and forth, comme on dit, de trop revenir et de revenir pour les offres d'emploi pour faire des négociations. Ça va limiter ça. Donc, il y a 3 choses essentielles à savoir pour les chercheurs d'emploi qu'ils doivent faire lorsqu'ils sont en recherche d'un poste. C'est de s'assurer que leur CV et leur profil LinkedIn s'affitent et que ça soit exactement pareil. Donc, c'est important que vous ayez votre profil LinkedIn et votre CV soient pareils. Trop souvent, moi, je reçois des CV et quand je vais sur le profil LinkedIn, c'est 2 choses complètement différentes. Donc, ça ne fonctionne pas. Une autre chose, communiquer. Les chercheurs d'emploi ne doivent pas avoir peur de communiquer leurs préférences de ce qu'ils veulent au niveau de l'arrangement du travail. Est-ce qu'ils veulent aller travailler au bureau 5 jours semaine? Est-ce qu'ils veulent un modèle hybride? Est-ce qu'ils veulent travailler à distance seulement? Il faut que les chercheurs d'emploi vocalisent ce qu'ils veulent. Trop souvent, ils vont se dire, ils vont être assis devant l'employeur, puis l'employeur va dire, on est 5 jours au bureau, puis ils vont être assis, puis ils vont dire ça. Mais dans leur tête, ils veulent avoir hybride ou ils veulent aller seulement travailler de la maison. Donc, c'est important pour eux de vocaliser exactement au départ ce qu'ils recherchent. Et aussi pour eux d'explorer les cultures et la mission du milieu de travail. C'est important pour s'assurer que ça va être un fit avec ce qu'ils recherchent présentement dans le type de poste qu'ils veulent. Deuxième partie, on va parler des employeurs et de comment aller sous la surface pour identifier les candidats idéaux. Premièrement, les employeurs doivent commencer à focuser sur embaucher les gens par rapport à leurs habiletés et non plus sur l'expérience. Dans le marché où nous sommes confrontés, on a une grave pénurie de main-d'œuvre. Il est vraiment important de limiter notre réflexion et nos recherches. Aujourd'hui, il est essentiel d'examiner les compétences des candidats qui apportent à la table plutôt que de rechercher des travailleurs qui ont effectué le même type de travail identique avec de l'expérience postérieure, de l'expérience antérieure. Donc, embaucher pour le potentiel est critique. Juste pour vous donner une idée, aux États-Unis, à partir de cette année, de janvier, il y a 10 000 personnes qui prennent leur retraite par mois aux États-Unis. Donc, ces gens-là ne reviendront pas sur le marché du travail. Mais aussi, aux États-Unis, il y a à peu près 60 de la population qui n'a pas de diplôme, soit collégial ou universitaire. Donc, si quelqu'un, une compagnie, une entreprise recherche des gens qui ont seulement un diplôme, ben déjà là, 60 de la population n'est pas qualifiée. Donc, il reste seulement que 60 des gens qui sont disponibles, qui peuvent être potentiellement qualifiés. Mais une chose qui est intéressante, c'est qu'à partir de cette année, depuis janvier 2024, on s'est rendu compte qu'il y a des statistiques, je ne me souviens pas exactement du pourcentage, mais je sais que sur Indeed, ils ont fait une étude qui se sont rendus compte qu'il y a beaucoup moins de postes affichés qui demandent un diplôme universitaire ou collégial présentement. Donc, le pourcentage a diminué de 2019 à présentement, le pourcentage avait diminué quand même. C'était quand même de façon drastique et c'était plus que 50 Je n'ai pas la statistique devant moi, mais je sais que c'était plus que 50 Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour les chercheurs d'emploi. Une autre chose aussi, c'est que les employeurs, des fois, ils ont une fausse, c'est un mythe de s'attendre à ce que si quelqu'un a un certain nombre d'années d'expérience, que cette personne-là va performer mieux dans le poste parce qu'ils ont de l'expérience. C'est pas ça. Donc, les employeurs doivent focuser sur le potentiel et sur l'expérience, pas sur l'expérience. Mais aussi, les employeurs doivent aussi embaucher sur les habiletés qui sont transférables. Par exemple, on a quelqu'un qui travaille, une réceptionniste ou un réceptionniste dans un hôtel, et cette personne-là est habituée de faire affaire avec des gens qui viennent directement au comptoir, mais aussi au téléphone. Cette personne-là peut facilement faire du service à la clientèle dans une entreprise, dans un bureau, pour répondre au téléphone.
cette personne-là a les pour faire ça. Cependant, les gestionnaires d'embauche, très souvent, n'ont pas la même vision. Eux, on va leur envoyer un profil de cette personne-là et ils vont dire non, cette personne-là n'est pas qualifiée. Pourtant, la personne peut faire la job. Ce qu'ils veulent dans leur tête, c'est une personne qui a fait du service à la clientèle dans un autre type d'industrie que la leur, de venir, et eux, c'est ça l'expérience transférable. Donc, il faut faire de l'entraînement et du coaching avec ces gens-là pour leur expliquer que, regarde, cette personne-là peut faire cette job-là. Et souvent, c'est là que ça bloque. Ils disent oui à des habiletés transférables, mais ils ne comprennent pas que vraiment qu'est-ce que la personne a fait et qu'est-ce qu'elle peut faire à l'interne. Donc, c'est vraiment une question de faire de l'entraînement et du coaching avec ces gens-là, des gestionnaires, pour qu'ils puissent comprendre. Et là, ça va ouvrir beaucoup plus d'opportunités de portes aux candidats qui sont qualifiés. Une autre chose que les employeurs devraient arrêter de focuser, c'est sur les trous dans les CV. C'est pas important. On s'en fout s'il y a quelqu'un qui a un trou dans son CV. Très souvent, il va avoir des bonnes raisons. Puis même s'il n'y a pas des bonnes raisons, c'est pas grave. Donc, ça se peut que ce soit un parent qui retourne au travail. Ça se peut même que ce soit un nouveau gradué parce que des fois, même les gradués, des fois, ils n'ont pas d'expérience de travail ou ils en ont peu. Et des fois, ça peut causer des trous dans le CV. Ou tout simplement quelqu'un qui n'a pas été capable de trouver exactement ce qu'ils veulent faire. Puis là, il change de poste parce que les compagnies pour lesquelles il travaillait, ça ne fitait pas pour ce qu'ils voulaient. Alors, ou ça peut être quelqu'un aussi qui veut juste voyager tout simplement, là. Donc, c'est important pour les employeurs d'arrêter de focuser sur les trous dans les CV. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'employeurs qui font ça. Ah, non, je ne suis pas intéressée par ce profil-là parce que la personne n'est pas stable, elle travaille 2 ans ici, 1 an là. Oui, mais on est dans un autre environnement, là. Il n'y a plus personne qui travaille 25, 30 ans à la même endroit, là. C'est complètement dépassé de penser comme ça. Il faut que les employeurs changent leur façon de penser, d'être plus flexibles avec les candidats. Une chose que les employeurs ont besoin de faire, c'est d'aller sous la surface avec les candidats. Ils arrêtent de poser des questions au départ. Donc, vous demandez à quelqu'un pour quelle raison vous voulez quitter? Ben, je cherchais un poste parce que je voulais être capable de grandir dans la compagnie. Et c'est terminé et il passe à d'autres choses. Vous devez être capable d'aller au-delà du CV et d'aller poser des questions plus stratégiques et d'avoir plus d'informations. Par exemple, la personne vous dit, je veux quitter parce que j'ai besoin, je recherche un poste où je vais être capable de grandir. Parfait. Comment pouvez-vous définir une opportunité où ce que vous allez pouvoir croître et grandir dans la compagnie? Parce qu'on s'entend que ça peut être une définition complètement différente pour chaque personne. Il y en a qui veulent plus de responsabilités, il y en a qui ils veulent plus de salaire, il y en a qui veulent avoir un différent poste ou tout simplement un titre. Je donne un exemple. J'avais un candidat qui, j'avais passé en entrevue pour un poste. Le poste était vraiment Category Manager. Désolée, je ne sais pas le terme en français, mais la description sur le poste de mon client, c'était Merchandising Specialist. Parfait. Alors, je l'envoie pour une entrevue. Je lui donne la description de tâche qui dit clairement Merchandising Specialist. Il va passer l'entrevue. Tout se passe bien. Le client veut le revoir pour une deuxième entrevue. Alors, je le contacte et je lui dis, ils veulent te revoir pour une deuxième entrevue. Il me dit, est-ce que tu peux me dire, c'est quoi le titre du poste pour ce poste-là? Ben, j'ai dit, c'est Merchandising Specialist. Mais il dit, je me cherche vraiment un poste de manager. OK. Peux-tu m'expliquer? Veux-tu gérer une équipe? Veux-tu avoir plus de responsabilités? C'est quoi? Non, non, non. Il dit, je veux juste avoir un poste de manager. Je veux juste avoir manager sur mon profil pour pouvoir progresser dans ma carrière. Vous voyez, c'est tout ce qu'il voulait, lui. Si j'avais dit, OK, ça ne marchera pas, ça aurait été terminé, il faut définir des fois avec les candidats qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Donc, quand vous demandez aux gens pour quelle raison vous avez quitté votre dernier emploi ou pourquoi vous voulez quitter, puis qu'ils vous répondent, ben, je cherchais une nouvelle opportunité, OK, mais pourquoi vous cherchez une nouvelle opportunité? Qu'est-ce qui faisait que dans votre dernier emploi, ça ne vous convenait pas? Et aussi, qu'est-ce qui était pas, que vous n'étiez pas satisfait avec le poste? Vous devez continuer de pousser et de gratter, comme je dis, pour pouvoir avoir les informations que vous avez besoin. Parce que souvent, ils vont vous donner une réponse, mais aller plus loin. Mais voici la question à poser aux gens s'ils ne vous donnent pas les informations.
vous allez l'avoir ici, les vraies raisons pour lesquelles ils veulent quitter. Si vous avez été gestionnaire dans votre dernier poste, qu'est-ce que vous auriez changé? Je peux vous garantir, ils vont vous donner tout ce qu'ils n'aimaient pas. Donc, la personne va vous dire, c'est un exemple, la personne peut vous dire, oh, j'aurais donné plus d'entraînement, j'aurais donné plus de soutien, mais aussi j'aurais été plus ouvert et partagé un peu ce qui se passait avec la compagnie, etc. Et si vous savez que le poste que vous avez présentement, ben, le gestionnaire n'est pas comme ça ne fitera pas. Ça ne marchera pas. Même si la personne a super bien répondu à l'entrevue, que ça sera un bon fit, ça ne marchera pas parce que comme la personne, ce que la personne veut, qu'elle n'aimait pas, ça va être la même chose avec votre gestionnaire. Donc, vous savez que ça ne sera pas un fit. J'ai une autre question ici qui est très, très bonne. C'est parlez-moi de la meilleure entreprise pour laquelle vous avez travaillé. Quand on demande cette question-là, les gens vont vous donner toute l'information au niveau de la culture qu'ils veulent, de l'environnement, du type de personnes avec qui ils veulent travailler, puis pas seulement ça, les gens, le type de poste aussi qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils aiment à faire. Ça vous donne tellement d'informations. Et puis là, à ce moment-là, vous êtes capable de dire, OK, ça, c'est ce qui est important pour toi. On est capable de matcher ça avec telle affaire. Donc, vous allez être capable de voir s'il y a un fit dans les deux quand on pose cette question-là. Mais il y a une chose que les employeurs ne font pas, c'est qu'ils ne vont pas essayer de comprendre l'histoire du candidat. Et comme moi je dis, c'est d'aller au-delà du CV. C'est important de comprendre les priorités, ce que les candidats recherchent, mais aussi ce qui est un non négociable, mais ce que la personne peut apporter de plus qui n'est pas sur le CV. Je vous donne un exemple. J'ai Jennifer qui était dans le domaine du voyage et du tourisme pendant des années. Elle a commencé comme service à la clientèle, elle a monté comme superviseur gestionnaire et à la fin, elle était spécialiste dans un centre d'appel, mais elle s'occupait tout au niveau de l'opération. Donc, c'était vraiment elle qui était responsable au niveau des opérations. Ce qui était important pour elle, c'est d'être impliquée, mais aussi d'avoir l'opportunité de pouvoir voir the big picture, comme on dit. Donc, c'était important pour elle. J'avais un client qui recherchait un gestionnaire pour un bureau, là, donc un office manager. Donc, quand mon client m'a donné les informations, j'ai pensé, je dit, hey, Jennifer, avec sa personnalité, ça pourrait fitter avec mon client. Alors, ce que j'ai fait, j'ai appelé mon client, je lui ai expliqué un peu comment Jennifer était, qu'est-ce qu'elle recherchait, etc. Et par la suite, j'ai envoyé le CV. Naturellement, ça s'est bien passé, le client l'a embauché. Aujourd'hui, Jennifer, c'est la vice-présidente des opérations à cette entreprise-là. Sauf que moi, ce que j'ai fait, c'est quand j'ai contacté le client, je lui ai donné toutes les informations qui n'étaient pas sur le CV. Comment cette personne-là était. Parce que si j'avais envoyé le CV comme il était, elle m'aurait dit, elle était folle, pourquoi tu m'as envoyé le CV? Cette personne-là, c'est pas un fait pantoute de ce que je veux. Moi, je suis allée au-delà du CV et je suis allée chercher tout ce que Jennifer était, sauf focuser sur son expérience. Puis, tout le monde peut s'entendre que lorsqu'on reçoit des recommandations, on a un poste de disponible. Tu connais-tu quelqu'un parce que j'ai un poste de disponible pour telle affaire? Très souvent, quand les gens vont vous recommander ou référer des gens, vous allez avoir toute l'information qui n'est pas sur un CV. Et c'est ça qu'on veut être capable d'aller chercher dans les candidats. C'est toute cette information-là qui est à l'extérieur, mais il faut être capable de leur parler et leur poser des questions stratégiques. Je donne un autre exemple. Marianne. Marianne travaille pour moi présentement. Ça fait 8 ans et demi qu'elle travaille pour moi. Quand je l'ai passée en entrevue, elle, ça faisait 10 ans qu'elle était à la maison, qu'elle s'occupait de ses enfants. Et elle voulait revenir dans le milieu du travail, mais elle voulait travailler dans notre domaine, dans le recrutement. Elle avait zéro expérience. Elle vient du domaine financier. Moi, ce que j'ai découvert lorsque j'ai passé en entrevue, c'est que Marianne est très focusée sur le service à la clientèle. Et moi, quand j'embauche des gens pour travailler pour moi, ce qui est important, c'est que les gens soient autant bons du côté candidat que du côté client. Donc, j'ai besoin d'avoir cette personne-là qui est capable de comprendre et de s'adapter aux deux. Et Marianne avait ça. L'autre chose que Marianne ne voulait pas, et ça, c'est difficile quand tu passes une entrevue, c'est de dire que tu ne veux pas travailler dans une grosse équipe, être obligé de collaborer de façon régulière à tous les jours. Marianne aime ça être dans son bureau, faire ses petites choses, puis oui, c'est correct l'interaction, mais elle va être capable de focuser puis de travailler dans son espace à elle. Et ça, c'est pas évident de dire ça dans une entrevue parce que ça peut paraître mal. Sauf que moi, j'ai
Moi, c'est ce que j'ai besoin dans mes recruteurs parce que très souvent, ils vont travailler de façon indépendante. Lorsqu'on fait des recherches puis qu'on cherche des candidats, il faut travailler tout seul. On n'est pas en mode collaboratif parce que chaque personne a des postes différents pour lesquels on recrute. Oui, on collabore, mais c'est pas ça. Donc, c'était important pour elle, mais j'étais capable de lui faire dire ça durant l'entrevue et c'est pour ça que c'est un fit aujourd'hui parce que j'étais capable d'aller au-delà de son profil puis que de focuser sur son expérience dans le domaine financier. Une chose que les employeurs doivent faire attention aussi lorsqu'ils recherchent des candidats, c'est de tout ce qui est intelligence artificielle et la psychologie des chercheurs d'emploi. Il y a une recherche qui était faite aux États-Unis que 66 des répondants ne postuleront pas sur un poste s'ils savent que l'intelligence artificielle est utilisée dans la sélection d'embauche. 66. C'est un gros chiffre. Mais l'affaire, c'est que la ville de New York, au Maryland puis Illinois, c'est obligatoire pour eux de mettre ça sur leurs affichages de poste. En Ontario, pour nous, à partir du 21 juin, il va falloir indiquer sur nos postes si l'intelligence artificielle est utilisée dans la présélection des candidats avec le salaire. Et en parlant salaire, si les employeurs mettent un salaire avec une trop grosse échelle salariale, les candidats voient ça comme étant, ils ne font pas confiance à cette entreprise-là. Ils ne font pas confiance à la compagnie. Alors, ce qui est important de déterminer, c'est mettez pas trop une grosse échelle salariale. Donc, si vous mettez entre 60 et 90, l'échelle salariale, c'est trop gros. Juste la semaine passée, j'ai vu sur Indeed, et puis ça, c'est vrai, là, j'aurais dû prendre un screenshot. Il y avait un employeur qui a mis un salaire entre 33 000 et 110 000. J'ai fait, ben voyons, c'est quoi? J'en revenais pas que de cet écart-là. Moi, ce que je veux voir, c'est, j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a des gens qui appliquent au poste, mais aussi la perception des chercheurs d'emploi. Moi, je ne me cherche pas un emploi, mais j'ai vu ça, puis j'ai fait, hein, pas sûr que je trusterais l'employeur, là, tu sais, que je ferais confiance à l'employeur. Donc, c'est important pour les employeurs de comprendre ça. Aussi, il y a, selon une étude de Bright Hire, puis ça, c'est, il y a trois choses que vous devez couvrir durant l'entrevue pour avoir plus de chances que la personne accepte votre poste et durant le processus de recrutement. 3 sujets et 3 choses que vous devez absolument couvrir durant l'entretien avec les candidats. Numéro 1, le salaire. Vous devez couvrir la motivation, mais aussi le lieu de travail. Si ces 3 choses-là sont couvertes et sont discutées durant l'entrevue, vous avez 33 moins de chances que la personne décide de se retirer du processus, mais aussi 30 plus de chances que cette personne-là devienne une nouvelle recrue. Donc, c'est important de divulguer cette information-là et d'avoir cette conversation-là avec les candidats durant l'entrevue. Troisième partie, on va parler des stratégies de jumelage entre les employeurs et les employés. Premièrement, la première chose, c'est la transparence est nécessaire avec les employeurs. C'est important, mais aussi la transparence du côté des chercheurs d'emploi. Donc, que les employeurs le veuillent ou non, les chercheurs d'emploi veulent que vous soyez ouverts et transparents avec eux. Pensez à la pandémie, les employés ne savaient pas trop s'ils allaient retourner au bureau ou non. Ça avait créé de l'incertitude. C'est plus qu'un désir des chercheurs d'emploi. Aujourd'hui, c'est une demande, c'est des attentes, ça fait partie de ce qu'ils recherchent. Partager aussi le salaire, la rémunération, c'est super important, mais pas à la fin du processus d'embauche. Je sais que vu avec la nouvelle loi qui s'en vient en Ontario ici, puis en Colombie-Britannique, j'ai eu une discussion avec eux là, récemment parce que j'étais là à Vancouver il y a 2 semaines. Au niveau du salaire, oui, le salaire est offert est affiché, sauf que la discussion que j'ai eue avec ces gens-là, c'est que même si le salaire est affiché, il y avait tendance à ne pas discuter tout de suite au départ du salaire. Ils assument que le candidat a vu le salaire et qu'ils sont corrects avec ça. Sauf que le salaire,
du candidat peut être vraiment plus élevé sur l'échelle et est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'à cette échelle-là? Des fois, c'est ça, les entreprises vont afficher des postes avec les salaires, mais n'auront pas nécessairement, voudront pas nécessairement aller plus haut au niveau du salaire là, de ce qui est affiché. Donc, c'est important d'avoir des discussions dès le départ avec les candidats. L'intelligence artificielle va inonder le marché, ça, on le sait, mais les connexions personnelles sont encore super importantes. Donc, les employeurs et les candidats vont devoir être capables de travailler ensemble. Les chercheurs d'emploi, oui, vont utiliser un paquet d'outils au niveau de l'intelligence, avec l'intelligence artificielle, mais il faut qu'ils l'utilisent de façon intelligente. Puis, du côté des employeurs, eux, ben, ils essaient encore de déterminer, de comprendre ce qui va marcher ou pas. Mais il y a une chose que la majorité des gens pensent, c'est qu'il y a un mythe que leur emploi va être remplacé par l'intelligence artificielle. Bon, ça, il y a certains postes qui peuvent être affectés, mais dans la grande majorité des cas, de ce qu'on voit, c'est que l'intelligence artificielle va remplacer quelqu'un qui ne sait pas comment utiliser l'intelligence artificielle. Donc, ça ne sera pas complètement remplacé. Mais j'ai ici une image que j'ai prise sur LinkedIn qui expliquait un peu les différents types de postes où l'intelligence artificielle pouvait avoir un impact. Donc, si vous regardez du côté où ce que ça dit insulated, c'est où il y aura moins d'impact au niveau du type de poste. Augmented, c'est où ces gens-là vont avoir, ça va être utilisé, puis ça va peut-être avoir un impact, mais où ce que ça dit disrupted, c'est où ces postes-là peuvent avoir plus d'impact, où ces postes-là peuvent éventuellement peut-être devenir éliminés, mais ça reste à voir. On ne le sait pas, on verra qu'est-ce qu'il y en est. Aussi, au niveau des affichages de postes. C'est terminé, on affiche et on attend de voir ce qui va se passer, tant du côté chercheur d'emploi et employeur. Ce que je veux dire pour du côté du chercheur d'emploi, des chercheurs d'emploi, vous allez devoir focuser sur où et pour qui vous voulez travailler. C'est beaucoup plus facile que de regarder tout ce qui est affiché en ligne puis d'appliquer un peu n'importe où. Soyez sélectifs et focussez exactement où vous voulez aller. Puis du côté des employeurs, eux, ben, parce qu'à cause de à cause de la pénurie de main-d'œuvre, ces employeurs-là doivent réaligner où ils vont chercher leurs candidats. Donc, un peu comme euh, les gens qui ont besoin de, tu sais, dans les sports, ils savent exactement où aller, où trouver ces personnes-là qui ont telles habiletés, etc., pour venir. Les employeurs vont devoir un peu faire la même chose, de dire, OK, où ces gens-là sont formés, dans quelle école, ils se tiennent où, dans quelle ville, à quel endroit. Donc, les employeurs vont devoir être beaucoup plus stratégiques dans leur façon de trouver des candidats parce que juste l'affichage de poste, ça ne réglera pas le problème. Donc, en conclusion ici, j'ai 3 principaux points à retenir qui est important pour les gens de savoir. L'intelligence artificielle est là pour rester. Ça va aider les employeurs et les employés, mais ça ne fera pas disparaître leur poste demain matin. On est loin de là présentement. Les connexions en personne sont critiques. C'est primordial que les gens aient des connexions en personne, mais aussi des connexions qui vont faire du sens. Donc, le réseautage en personne est très, très important de façon, pour des deux côtés. Mais aussi, la transparence. Des deux côtés l'emportera. Je vais vous donner un exemple de ce que récemment, l'été passé, j'avais un client qui a passé quelqu'un en entrevue pour un poste de réceptionniste. Et cette personne-là est allée, elle avait rencontré 2 gestionnaires dans l'entreprise. Lorsqu'elle est revenue, le client m'appelle, il dit on veut lui faire une offre, parfait. Moi, je la contacte, je dis ils veulent te faire une offre. Elle dit est-ce que je pourrais les rencontrer, le reste de l'équipe, parce que j'ai juste rencontré 2 gestionnaires. Moi, je vais faire du support pour eux, donc j'ai besoin de savoir avec qui je vais faire affaire. Donc, j'ai contacté mon client et ils m'ont dit non. Et lorsque j'ai demandé pourquoi, ils m'ont tout simplement répondu cette personne-là ne sera pas un fit ici. Alors, j'ai fait intéressant. Naturellement, elle a décliné l'offre.
Mais qu'est-ce qu'il y avait à cacher? Qu'est-ce qu'il y avait à cacher? Moi, je dis toujours à mes clients, est-ce que vous faites rencontrer vos employés potentiels à votre équipe? Vous ne savez pas, c'est ce qui peut faire la différence que la personne accepte une offre ou pas, très souvent. Et dans la majorité des cas, ça va aider votre cause. Ça va faire en sorte que s'il rencontre le reste de l'équipe, la personne va vouloir probablement accepter votre poste parce que elle va avoir une bonne connexion avec leurs collègues de travail potentiels. Donc, c'est important que la transparence soit du côté des deux côtés. Donc, l'employeur donne l'information dès le départ, mais aussi que l'employé, que le chercheur d'emploi soit ouvert et transparent dans leur recherche, dans ce qu'ils veulent. Il veut travailler de façon hybride, veut 100 à la maison, etc., dès le départ. Donc, ça, c'est les 3 points à retenir qui sont très, très importants. Avant qu'on passe aux questions-réponses, j'ai ici des questions que vous pouvez télécharger si vous voulez avoir une liste de questions. Il y a des questions que j'ai posées ici, mais j'en ai aussi d'autres là, que vous pourriez peut-être utiliser là, avec les chercheurs d'emploi là, ou les employés, pas les employés, mais les employeurs. Désolée, je switch entre employé, employeur, compagnie, mais j'imagine que vous comprenez. OK. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ben, merci Julie pour la présentation. Pour ceux qui se posent la question, oui, la présentation PowerPoint va être disponible sur la plateforme. Je reçois tout le temps ce type de questions-là. Donc, l'enregistrement et la présentation PowerPoint seront disponibles. Peut-être que juste pour la période de questions, si on peut peut-être juste arrêter le partage, Oui. on va pouvoir voir tout le monde. Comme ça va être plus facile. Que des gens qui veulent, vu qu'on est une petite gang, si vous désirez poser une question, peut-être juste me faire signe. Alors, vous pouvez prendre la parole ou si vous préférez l'écrire dans le chat, c'est comme bon vous semble. Il y en a, est-ce qu'il y en a qui ont, il y a des aspects que Julien a mentionnés que ça a suscité des réactions ou vous êtes étonné de certains aspects? Ou c'est toutes des choses que vous dites déjà à vos chercheurs d'emploi? Bah, moi, je suis assez content d'apprendre que l'intelligence artificielle ne remplacera pas. Ça, j'ai l'impression de revenir à la discussion qu'il y a eu dans les années 60, peut-être 70, où les robots allaient remplacer l'humain. Et on s'aperçoit que finalement, non. On a toujours besoin d'humains et de connexions humaines. Ça me rassure. Merci, Julie, pour cet aspect. Je vais vous donner un exemple au niveau de l'intelligence artificielle que présentement, il n'y en a pas qui ont été capables encore de régler. Moi, très souvent, beaucoup de logiciels, de gens qui m'approchent pour dire hey, tu pourrais utiliser l'intelligence artificielle pour trouver des candidats plus facilement avec dans ta base de données, etc. Pas de problème. Moi, je suis ouverte. Moi, si je suis capable de trouver des candidats faciles et rapidement, je suis toujours ouverte. Et une des premières choses que je leur demande, c'est est-ce que l'intelligence artificielle utilise des mots-clés encore? Et tout le monde me dit non, non, c'est pas des mots-clés, c'est des postes, si cette personne-là fait un poste de project manager, ben à ce moment-là, il va être capable de déterminer que quelqu'un qui a telle expérience, telle ci, telle ça, est capable de le faire. Parfait. Alors moi, je leur dis, parfait. J'ai dit, moi, je fais du recrutement bilingue. J'ai dit, moi, si je ne mets pas bilingue et français sur les CV, vous allez être capable de trouver quelqu'un. Oh, oui, oui. J'ai dit, OK. Mais si quelqu'un est allé dans une école francophone, puis que ça ne dit pas là, français bilingue sur le CV, il va-tu sortir? Ça va-tu me sortir, cette personne-là, comme étant bilingue? Parce que moi, c'est ce que je veux. Vous dites que vous ne faites pas des recherches bilingues là, avec le mot-clé. Et là, c'est silence radio, des criquettes. Ils ne sont pas capables. L'intelligence artificielle n'est pas rendue là et je ne sais pas si ça va être rendu là. C'est encore sur des mots-clés. Puis c'est comme ça, moi, souvent, que je suis capable d'aller chercher ces gens-là qui se vantent de dire qu'ils ont leurs outils avec l'intelligence artificielle, c'est qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher cette subtilité-là dans les CV. Parce que moi, si je vois quelqu'un qui a
par exemple, qui reste dans un environnement, qui reste au Nouveau-Brunswick, puis qui a oublié de mettre bilingue ou français sur son profil, moi, je le sais très bien qu'il y a des grosses chances que cette personne-là soit bilingue. Ça se peut qu'il ne soit pas là, parce que des fois, il y a des endroits, il y en a qui ne parlent pas. Mais très souvent, ça va valoir la peine pour moi d'aller explorer, de parler à cette personne-là. L'intelligence artificielle ne peut pas les trouver. Elle peut pas. C'est encore basé sur des mots-clés de ce que je comprends présentement, là, parce qu'à tout le monde que je vais voir, c'est toujours la même histoire. Ils me disent tous qu'ils me promettent la Lune, mais il n'y a personne qui est capable de résoudre mon problème. Donc, moi, s'il était capable de faire ça, moi, ça m'intéresserait, mais à date, donc, on fait encore le travail manuel. Ouais. Il y a d'autres questions? Moi, j'ai bien aimé la partie où tu parlais quand c'était le temps de faire du réseautage, de ne pas tout de suite se lancer et dire Hey, allô, moi, je me cherche un job. Souvent, nos chercheurs d'emploi, ils trouvent que c'est l'information ou le message qui est important à passer, là, de savoir que la personne en face de moi sache que je suis en recherche d'emploi. Donc, ça, j'ai bien aimé le parallèle là, qui a été fait entre je vais me rappeler davantage des gens avec qui j'ai connecté que quelqu'un qui me dit Ah, je me cherche une job. Puis à quel endroit on peut aller pour faire du réseautage? Ben, il y a beaucoup de. Ça va dépendre parce que, dépendamment de votre type de poste, de votre expertise, souvent, il y a des associations qui vont avoir aussi des événements de réseautage. Donc, ça serait important d'aller voir ça, ces associations-là. Donc, par exemple, quelqu'un qui est en marketing, ben, il y a des associations en marketing donc, qui organisent des événements. Donc, c'est de s'enregistrer à leur liste d'envoi pour pouvoir être capable de se connecter. Il y a beaucoup de clubs comment ça s'appelle, là? Je cherche le mot, là, ça va me revenir, là. Mais il y a beaucoup de. Par exemple, là, je vous donne un exemple, c'est pas le bon exemple, mais il y a des associations de Speaker Slam. C'est un exemple parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du réseautage là. Donc, dépendamment de l'industrie que la personne est dedans, là, ça va être important de se connecter avec les mêmes gens comme ça parce que souvent, dans ces événements-là, il peut y avoir des vendeurs qui ont besoin de se connecter avec ces gens-là. Ils peuvent avoir des gens, des fournisseurs qui veulent se connecter à ces gens-là, mais aussi ils peuvent avoir des recruteurs comme nous, des ressources humaines, parce ils ont besoin de chercher quelqu'un d'embaucher. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations pour les ventes, puis des fois, il y a des événements de réseautage aussi pour les ventes. Euh, donc, ces gens-là, moi, souvent, quand j'y allais, souvent, je me ramassais, c'était un paquet de vendeurs de toutes sortes de départements, de toutes sortes d'industries, puis tout le monde voulait me vendre de quoi, tu sais. Donc, ça dépend des endroits, là. Mais je dirais que les associations, c'est une belle place à partir parce que souvent, en partant de là, il y a d'autres choses là, qui vont se reconnecter là, puis interconnecter là, avec ça. Là. Mhm. Hein? Oui, David. Oui, moi je voulais un peu rebondir un peu sur comment aborder, par exemple, lorsque les chercheurs d'emploi, par exemple, disons qu'ils partent à des événements, par exemple, où ils peuvent rencontrer des potentiels employeurs, par exemple. Parce que j'ai vu qu'il ne faut pas directement parler, par exemple, de sa recherche d'emploi, par exemple, mais aussi, on ne veut pas aussi peut-être avoir une discussion un peu lourde avec une discussion qui est lourde ou pas intéressante avec les, euh, les potentiels employeurs. Donc, pour vous, quelle serait la meilleure manière, façon, par exemple, d'avoir une discussion organique, naturelle, sans sembler forcée, mais également aussi être capable de parler de son besoin d'emploi. Mais là, si je comprends bien, est-ce que vous parlez des gens qui se présentent à des foires d'emploi ou juste dans des événements là, de toutes sortes? Là? Dans des événements de tous sortes où ils peuvent rencontrer des potentiels employeurs, par exemple. Bien, ça va dépendre. Souvent, c'est de se présenter, de dire oui, bonjour, puis là, de dire poser des questions aux gens. Oui, bonjour, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous travaillez dans quel poste? Juste poser des questions de base très souvent. Puis souvent, si la personne est intéressée, il va y avoir une conversation qui va se faire naturellement et ils vont demander en retour, et vous, qu'est-ce que vous faites? À ce moment-là, dire oui, je suis en recherche d'emploi. Mais terminez là.
Si la personne vous pose des questions, ah oui, quel type de poste, etc., là, ouvrez. Mais sinon, là, arrêtez. Parlez d'autres choses. Parlez d'autres choses de plus autres que de votre expérience, parce que je vous le dis, la personne, ça les intéressera pas de savoir ce que vous avez fait comme expérience de travail, surtout s'il n'y a pas de poste d'intéressant, là, tu sais. C'est d'avoir une conversation intelligente qui va, comme si c'était, vous rencontreriez quelqu'un dans un, juste pour discuter. Vraiment, c'est vraiment de cette façon-là. Et c'est là que les chercheurs d'emploi, des fois, ils ont une difficulté, c'est de se mettre, ils sont en mode, oui, je me cherche un emploi, mais ayez une conversation avec la personne pour vous intéresser à elle. Puis ça peut être aussi simple que qu'est-ce que vous faites comme travail? Est-ce que ça fait longtemps? Ah oui, vous habitez à Toronto? Oui. Qu'est-ce que vous aimez de la ville? N'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi juste pour avoir une conversation avec la personne. Parce qu'il y a des études qui ont été faites que psychologiquement, lorsque vous avez un entretien avec quelqu'un, lorsque cette personne-là parle, elle va avoir tendance à partir du meeting et dire Hey, oui, j'ai vraiment, ça s'est super bien passé, j'ai vraiment aimé ça parce que cette personne-là a parlé. Par contre, si vous êtes de l'autre côté, vous êtes assis, puis vous dites rien, vous allez partir du meeting, vous allez dire, hey, c'était plate ici aujourd'hui. Donc, c'est de faire parler la personne pour avoir le sentiment, un peu comme mon exemple avec la personne qui m'avait dit, euh, qui est en recherche d'emploi. Moi, cette personne-là, on a eu une discussion sur le recrutement, sur les ressources humaines puis c'était intéressant. Donc, moi, cette personne-là, déjà au départ, avait de la bonne information lorsqu'elle m'a partagé sur les ressources humaines, mais je n'avais aucune idée que cette personne-là est en recherche d'emploi. Mais je sais très bien que cette personne-là est qualifiée juste basée sur la conversation qu'on a eue. Donc, c'est de ça, de ce côté-là, peut-être de parler. Donc, si on a un comptable ou quelqu'un qui cherche un poste en comptabilité puis qui s'en va dans un événement avec un paquet de comptables, ben, de parler de choses de comptable, tu sais, c'est vraiment de parler pour essayer d'être intéressant avec les gens pour que vous rencontrez. Une chose que je veux mentionner pour les foires d'emploi, très souvent, les emplois, parce que moi, des fois, j'en fais de temps en temps. Et une chose qui n'est pas idéale, c'est que souvent, le chercheur d'emploi va dire, oui, je suis en recherche d'emploi, qu'est-ce que vous avez à offrir? Non, non, non. Allez voir la personne, là, dire, oui, je suis en recherche d'emploi et il faut que ça soit en dedans de 30 secondes. Parce que très souvent, moi, il y en a qui partent puis qui me donnent, moi, je suis obligée de les arrêter. Donc, en dedans de 30 secondes, dire je suis en recherche d'emploi, voici ce que je cherche et voici mes qualifications et ça termine là. Pas besoin d'aller plus de détails, là. Tu sais, je veux un salaire de ci puis de ça. Si la personne est intéressée, elle va vous poser d'autres questions. Mais j'ai besoin d'avoir un snapshot de ce que la personne peut faire. Ça, c'est super important. Puis ça, c'est une grosse chose que les chercheurs d'emploi ne font pas correctement quand ils se présentent dans des foires d'emploi, c'est de nous déballer encore là leur historique et nous donner une présentation qu'on n'a pas besoin. Il faut que ça soit vraiment limité à quelques phrases. Puis là, on est capable de voir, oui, je peux les aider ou non, je ne peux pas les aider parce que ce n'est pas mon domaine, etc. Super. Il reste encore quelques minutes avant de conclure. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question ou un commentaire? Peut-être que j'en ai un pour Julie. La même logique pourrait être mise de l'autre côté quand on assiste aux réunions des chambres de commerce pour promouvoir nos candidats. On ne parle pas tout de suite des candidats, on parle d'autres choses. Oui, exactement. Puis ça, dans des chambres de commerce, c'est aussi une bonne place pour faire du réseautage avec des candidats parce qu'il y a toutes sortes de monde. Mais souvent, c'est d'avoir une conversation avec les gens que vous rencontrez. Par exemple, moi, j'en rencontre des fois des gens comme ça là, dans les chambres de commerce. C'est d'avoir une conversation avec moi et par la suite, on connecte par courriel et vous m'envoyez ce que vous avez. Moi personnellement, c'est ma préférence parce que de toute façon, ce que vous allez me dire, je ne m'en rappellerai pas. Parce que, mais je vais me souvenir de la conversation, de ce qu'on a discuté, mais pas spécifiquement au niveau des candidats. Donc, moi, la préférence, c'est d'avoir ça, cette conversation-là, mais c'est de voir comment la personne réagit de l'autre côté. Tu sais, si elle est ouverte, elle vous pose des questions, ben allez-y, déballez-le, votre sac, là. Mais si elle
plus dans le mode pas trop vous poser des questions, ben allez-y pour des questions génériques pour avoir une conversation où ce qu'on a, tu sais, on passe du bon temps, puis on va se connecter par la suite, là. Merci. Bien, s'il n'y a plus d'autres questions, on a respecté le temps qu'on s'était donné. Julie, au nom de la communauté de pratique, je veux vous remercier. Je pense que ça a été votre ton dynamique, là, c'est tout le temps le fun de vous écouter parler, puis de voir les deux aspects de la médaille aussi, vous en tant que recruteur. C'est intéressant de voir votre expérience, là, puis de vos conseils autant pour les candidats que pour les chercheurs d'emploi. Donc, ça a été bien, bien apprécié. Donc, merci encore au nom de la communauté de pratique. Et à vous tous et à toutes, je vous souhaite une belle fin de journée, puis à la prochaine. Merci. Merci tout le monde. Merci. Merci. Merci.